3 hôtels 5 étoiles en Espagne viennent d'être rendus à l'Algérie. Et ce n'est que le début. 335 commissions rogatoires, 32 pays visés, plus de 23 milliards saisis. Mais alors, pourquoi la France bloque encore? Pourquoi des milliards dorment toujours à Genève, Paris ou Dubaï? Et surtout, quel bien volé l'Algérie vise-t-elle maintenant? Dans cette vidéo, on entre dans le plus grand rapatriement d'avoirs de l'histoire algérienne. Préparez-vous, les masques tombent. Depuis la chute du régime Bouteflika en 2019 et la vague de condamnations pour corruption qui a suivi, l'Algérie s'est engagée dans une vaste campagne pour retrouver et rapatrier les avoirs détournés par d'anciens responsables et oligarques. Le président Abdelmadjid Tebboune en a fait une priorité de son mandat, annonçant dès 2019 sa détermination à récupérer les biens volés au peuple algérien. L'ampleur du fléau est considérable. Sur 2 décennies, des montants colossaux ont été soustraits à l'économie nationale et transférés à l'étranger. Des estimations évoquent 1 à 1,5 milliard de dollars détournés chaque année via des mécanismes illicites, surfacturation à l'import, pots de vin, sociétés écrans, etc. Alimentant des fortunes offshore. Face à ce constat, les nouvelles autorités algériennes ont lancé une riposte diplomatique et judiciaire d'une ampleur inédite. Lors d'un forum organisé à Alger, le 20 juillet 2025, journée africaine de lutte contre la corruption, le ministre de la Justice Lotfi Boudjemaha a dévoilé que l'Algérie avait adressé 335 commissions rogatoires internationales à travers plus de 32 pays pour tracer, geler et confisquer les produits de la corruption. Cette initiative multiforme, menée dans l'ombre pendant plusieurs années, vise autant à confisquer les biens mal acquis sur le sol algérien qu'à obtenir la restitution de ceux placés à l'étranger. Elle s'appuie sur un arsenal juridique renforcé et sur une coopération internationale active, reflétant la volonté de l'État algérien de rompre avec l'impunité passée. Dans ce rapport, nous examinons les démarches entreprises, les pays sollicités, les enjeux et obstacles, les montants en jeu, le cadre légal mobilisé, les affaires emblématiques ainsi que les comparaisons internationales pour éclairer cette quête de rapatriement des biens spoliés. Démarches juridiques et diplomatiques entreprises par l'Algérie. Sur le plan judiciaire, les autorités algériennes ont massivement recours aux mécanismes d'entraide pénale internationale. Selon le ministre de la Justice, 335 demandes d'entraide judiciaire internationale ont été émises sous forme de commissions rogatoires vers 32 pays. Ces commissions rogatoires visent à identifier, localiser, geler puis saisir les avoirs criminels dans les juridictions étrangères, en appui des procédures pénales engagées en Algérie. Parallèlement, 53 demandes formelles de restitution d'avoirs précis ont été transmises à 11 pays, dont un pays africain, concernant des biens déjà identifiés comme produits de corruption. Ces demandes ciblent à la fois des avoirs financiers, avoirs bancaires, et des actifs physiques tels que des propriétés immobilières, des comptes bancaires, des véhicules ou autres biens de luxe détenus à l'étranger. L'objectif est clair, rapatrier en Algérie les fonds et biens acquis illicitement par les personnes condamnées pour corruption. Pour piloter ces efforts, Alger a mis en place une organisation interne dédiée. Une commission nationale d'experts a été créée, chargée de la traque et de la récupération des fonds détournés à l'étranger. Cette structure interdisciplinaire assure la coordination entre les acteurs impliqués, justice, banque, services de renseignement financier, etc., et suit l'avancement des dossiers de recouvrement. Sous l'égide du ministère de la Justice, des réunions techniques périodiques par visioconférence sont tenues avec les représentants des pays requis, afin de faire le point sur chaque dossier. En outre, des délégations spéciales de cette commission se sont déplacées à l'étranger pour échanger directement avec les autorités judiciaires et administratives des pays concernés, expliquer l'importance de la démarche algérienne et accélérer la collaboration. Ces missions sur le terrain, menées en lien avec le réseau diplomatique algérien, ambassades, visent à lever les obstacles pratiques et à sensibiliser les partenaires au devoir de restitution des avoirs du peuple algérien. Sur le plan diplomatique informel, l'Algérie a également multiplié les initiatives. Elle a adhéré à plusieurs réseaux et forums internationaux spécialisés dans le recouvrement des actifs volés, afin de bénéficier de l'échange d'informations et de l'entraide multilatérale. Parmi ces initiatives figurent notamment
l'initiative STAR, Stolen Asset Recovery, de la Banque mondiale et de l'ONU, le Forum mondial sur la récupération des avoirs, GFAR, piloté par la Banque mondiale et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le réseau opérationnel mondial d'autorités anticorruption, Globe Network, lancé sous l'égide de l'ONU, le Centre international de coordination contre la corruption, IACCC, basé à Londres, l'Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice, UNICRI, et, plus récemment, le réseau ARIN-MENA, Asset Recovery Interagency Network, Moyen-Orient et Afrique du Nord. L'adhésion de l'Algérie à ARIN-MENA en 2023 a d'ailleurs donné un nouvel élan aux efforts de recouvrement. En marge de la conférence des États parties à la Convention de l'ONU contre la corruption de 2023, les délégués algériens ont pu tenir des rencontres bilatérales avec plusieurs pays clés pour faire avancer les dossiers. Ces coopérations multilatérales offrent des canaux additionnels pour partager des renseignements financiers, identifier les détenteurs de fonds illicites et apprendre des réussites d'autres pays en matière de restitution. Enfin, les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif juridique national pour soutenir ces efforts. Le président Tebboune a ordonné la création d'un fonds spécial destiné à recueillir les biens confisqués et les fonds récupérés, ainsi que la mise en place d'une agence nationale de gestion des avoirs recouvrés, chargée de centraliser et d'administrer ces biens une fois rapatriés. De plus, le Parlement a adopté de nouvelles lois conformes aux normes internationales, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de coopération judiciaire. Par exemple, un accord de coopération judiciaire est en cours d'élaboration avec l'agence Eurojust de l'Union européenne pour faciliter l'échange d'informations et l'exécution transfrontalière des décisions de justice. L'ensemble de ces démarches juridiques et diplomatiques traduit une mobilisation générale de l'État algérien sur tous les fronts pour obtenir le retour des richesses illicitement soustraites. Pays sollicités et niveau de coopération obtenu. Les biens détournés par l'ancienne élite algérienne ont été dissimulés dans de nombreux pays, ce qui explique l'ampleur géographique de la campagne algérienne. D'après les autorités, plus d'une trentaine de pays sont concernés par les commissions rogatoires et demandes d'entraide. Un noyau d'environ 11 pays prioritaires a fait l'objet de demandes de restitution ciblées, parmi lesquelles figurent notamment la France, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, le Royaume-Uni, notamment via l'Irlande du Nord, le Canada, les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Panama ou encore la Chine. Ces pays correspondent aux principales destinations des flux financiers illicites sortis d'Algérie, souvent choisis pour leur attractivité financière ou leurs secrets bancaires, banques suisses ou luxembourgeoises, immobilier haut de gamme en Europe, paradis fiscaux offshore, etc. Le degré de coopération de ces États varie sensiblement, allant du soutien affiché aux lenteurs diplomatiques. L'Europe représente un partenaire clé. Selon le chef de l'État algérien, tous les pays européens, en particulier les pays méditerranéens, ont vu affluer des capitaux illégalement sortis d'Algérie, citant explicitement la France, l'Espagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg comme destination M. L'Algérie a appelé l'Union européenne à aider activement au rapatriement de ces avoirs, estimant que c'est le devoir des Européens de coopérer puisque l'argent détourné a transité vers leurs banques. Ce message semble avoir été entendu. En mars 2023, Josep Borrell, haut représentant de l'UE, a exprimé la disposition de l'Union à collaborer avec Alger pour la restitution des biens volés. On constate effectivement certaines avancées concrètes. Ainsi, l'Espagne, qui fut l'une des terres d'investissement privilégiées pour les capitaux algériens détournés, a accepté de restituer 3 hôtels de luxe, classés 5 étoiles, à l'Algérie. Ces établissements hôteliers, acquis par un oligarque algérien sous l'Ancien Régime, figurent parmi les actifs identifiés par la justice algérienne. S'il n'a pas nommé cet oligarque, le président Tebboune faisait très vraisemblablement référence à Ali Haddad, ex-patron du groupe ETRHB, connu pour posséder plusieurs hôtels en Espagne. La restitution de ces 3 hôtels 5 étoiles par Madrid constitue une victoire symbolique et matérielle importante pour Alger. Elle a été rendue possible grâce à une mission d'enquête algérienne envoyée avant 2022,
qui a pu localiser une quarantaine de biens immobiliers appartenant à des personnalités poursuivies, dont l'hôtel Ritz de Barcelone acquis par Ali Haddad, d'une valeur totale estimée à 500 millions d'euros, et enclenché les procédures de gel puis de transfert de ses propriétés vers le Trésor algérien. Cette opération, survenue juste avant la crise diplomatique entre Alger et Madrid en 2022, montre qu'une coopération judiciaire ciblée peut aboutir à des résultats tangibles malgré des relations bilatérales tendues. La Suisse, autre place financière clé, a publiquement affiché son appui. En juin 2025, lors d'une visite à Alger, le ministre suisse de la Justice Beat Jans a déclaré que la Suisse est déterminée à coopérer avec l'Algérie pour restituer l'argent du peuple algérien, soulignant que les deux pays ont enregistré des progrès notables en la matière. Concrètement, la partie suisse a reçu de l'Algérie au moins 2 dossiers emblématiques à traiter. Celui d'Abdeslam Bouchouareb, ex-ministre de l'Industrie, et celui de Chakib Khelil, ex-ministre de l'Énergie. Ces 2 anciens dignitaires en fuite à l'étranger possédaient des comptes bancaires ou des avoirs en Suisse, ce qui justifie les demandes de coopération helvétique. Berne s'était déjà montré favorable dès 2020 par la voix de son ambassadeur, et la visite de 2025 a permis de confirmer cette volonté de collaboration. Ce soutien suisse est notable car ce pays détient des fonds algériens considérables. La Suisse a longtemps offert un refuge à l'épargne illicite en raison de son secret bancaire, et a une expérience des restitutions d'avoirs, par exemple avec les fonds du dictateur nigérian Sani Abacha. La France, où résident de nombreux anciens responsables et où ont été investies des sommes importantes, constitue un cas plus complexe. D'un côté, Paris a fourni une certaine assistance technique. La justice française a mené des investigations sur les biens détenus par des ex-dignitaires algériens en France et a communiqué des informations détaillées aux autorités algériennes. Par exemple, une commission rogatoire française transmise en 2021 a révélé que l'ancien ministre Abdeslam Bouchouareb possédait plusieurs appartements de luxe à Paris, dont un de 156 mètres carrés dans le 5e arrondissement acheté 1,18 million d'euros en 2006 et un autre dans le 6e arrondissement acquis pour 9 000 €, ainsi qu'un compte bancaire crédité de 1,3 million d'euros. Ces informations, obtenues via la coopération judiciaire française, ont aidé Alger à inventorier le patrimoine de ce condamné en fuite. D'un autre côté, la France n'a pas encore donné suite aux demandes d'extradition visant les personnes recherchées. En particulier, la justice française a refusé d'extrader M. Bouchouareb vers l'Algérie, malgré le mandat d'arrêt international émis contre lui. Ce refus, officialisé en 2022, a été justifié par Paris par des motifs juridiques, risques liés à la procédure, nationalité française éventuellement acquise par l'intéressé, etc. Mais il a été très mal perçu à Alger. En 2023, des révélations dans la presse française, notamment l'hebdomadaire L'Express, sur la liste des biens possédés en France par des responsables algériens, ont provoqué un vif émoi, ajoutant une dimension diplomatique sensible. Ces fuites suggéraient que plus de 800 dignitaires algériens détiendraient des avoirs, immeubles, comptes, en France, alors que l'Algérie n'en avait formellement ciblé qu'une 50aine dans ses commissions rogatoires. La médiatisation de ce décalage a conduit à un échange tendu. La partie algérienne a publiquement défié Paris d'agir. Chiche, passé à l'acte, selon une dépêche APS, tout en insinuant détenir également des dossiers sur des responsables français possédant des biens de luxe dans des paradis fiscaux. S'en est suivi une tentative d'apaisement, Alger proposant tacitement un pacte d'omerta, où chaque camp éviterait d'exposer les possessions douteuses de l'autre. Cet épisode illustre la dimension politique délicate du dossier. La coopération de la France, pourtant indispensable, se heurte à des considérations réciproques. Paris rechignant à déstabiliser des alliés à Alger, et Alger conscient que certains actuels décideurs ont pu eux aussi placer des avoirs en France. Néanmoins, officiellement, les autorités françaises affirment coopérer dans le respect du droit. D'après le président Tebboune, la majorité des pays européens nous ont informé officiellement qu'ils procéderont au transfert de ces biens une fois les procédures terminées. En pratique, cela signifie que la France et d'autres pays attendent la fin des recours judiciaires en Algérie et les décisions définitives de confiscation pour donner suite aux restitutions. Qu'en est-il des autres pays ?
L'Italie a également été sollicitée, notamment parce que certains inculpés, comme l'homme d'affaires Mourad Oulmi, possédaient des villas sur la Riviera ou à Monaco. Aucune annonce publique majeure n'a filtré sur des restitutions italiennes à ce stade. Mais Rome a un traité d'entraide avec Alger et a collaboré dans le passé sur des dossiers de crimes organisés. Le Luxembourg est réputé héberger des comptes ou sociétés de dignitaires. Les démarches y suivent leur cours dans la discrétion. Les États-Unis sont concernés via l'affaire Chakib Khalil, l'ex-ministre de l'Énergie, réside aux USA. Washington, qui dispose de lois sévères contre la corruption transnationale, n'a pas communiqué publiquement sur une éventuelle saisie d'avoirs liée à Khalil. Mais l'Algérie a bon espoir de récupérer certains actifs grâce à la coopération du département de justice américain, qui a par exemple aidé le Nigeria ou la Malaisie dans des affaires similaires par le passé. Les pays du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, Dubaï ayant été un refuge financier pour nombre d'oligarques, font aussi partie des interlocuteurs. L'Algérie a intensifié récemment ses échanges avec les EAU pour obtenir de l'aide. Mais la tâche est ardue en l'absence de traités d'extradition ou d'entraide robustes avec ces monarchies. Enfin, des paradis fiscaux offshore comme le Panama et certaines îles des Caraïbes ont été identifiés dans les montages financiers, par le biais des Panama Papers notamment. Alger a envoyé des requêtes via Interpol et des avocats spécialisés pour démêler ces structures opaques, mais dépend souvent de la bonne volonté des autorités locales et de la traçabilité laissée par les intermédiaires. En résumé, la réponse internationale est contrastée. Certains pays ont manifesté une franche collaboration, à l'instar de l'Espagne ou de la Suisse qui ont répondu positivement aux demandes de restitution. D'autres affichent une coopération de principe mais s'avèrent plus lents ou réticents à passer à l'acte, invoquant la complexité des procédures judiciaires. Comme le résume Lotfi Boujemaa, les réponses des autorités sollicitées varient d'un pays à l'autre. L'Algérie déplore ainsi que certains États traînent les pieds, malgré les 220 demandes d'entraide déjà envoyées, ce pour des raisons évidentes, protection de leur place financière, secret bancaire, lenteur bureaucratique. Néanmoins, la dynamique de coopération semble engagée. Des canaux de dialogue dédiés existent désormais avec chacun des partenaires clés. Et Alger multiplie les contacts bilatéraux de haut niveau pour transformer les promesses en retours concrets d'avoirs. Implications politiques, diplomatiques et économiques de cette initiative. L'offensive algérienne pour récupérer les biens mal acquis revêt des enjeux majeurs sur le plan interne comme externe. Politiquement d'abord, elle s'inscrit dans la volonté du pouvoir en place de rétablir la confiance des citoyens en l'état de droit et de tourner la page de la corruption endémique qui a marqué les dernières décennies. Après le soulèvement populaire de 2019, Irak, la lutte contre la corruption est devenue un impératif pour répondre aux aspirations du peuple. Le président Tebboune, élu sur la promesse de moraliser la vie publique, a tout intérêt à démontrer que la corruption ne restera pas impunie et que l'Algérie a récupéré les biens détournés, comme il l'a régulièrement affirmé. Chaque restitution d'actifs volés est ainsi présentée comme une victoire de la justice et de la souveraineté nationale, venant conforter la légitimité du régime. Inversement, l'incapacité à rapatrier une part significative des fonds pourrait être exploitée par l'opposition pour dénoncer soit l'inefficacité, soit un deux poids, deux mesures. Certains observateurs critiquent en effet une campagne qui épargne les dignitaires encore en fonction. Le pouvoir algérien joue donc gros. Le succès de cette initiative conditionne en partie sa crédibilité réformatrice aux yeux de la population. Sur le plan diplomatique, cette campagne introduit une dimension nouvelle dans les relations bilatérales de l'Algérie. Traditionnellement centrée sur les questions sécuritaires, énergétiques ou migratoires, les discussions avec les pays partenaires incluent désormais systématiquement le dossier des avoirs détournés. Alger a dû activer ses canaux diplomatiques pour convaincre et parfois faire pression sur des gouvernements amis afin qu'ils coopèrent pleinement. Cela a pu renforcer certains partenariats. Par exemple, la visite du ministre suisse de la Justice ou l'annonce de l'UE d'aider l'Algérie dans cette lutte ont consolidé les liens de confiance. De même, l'Algérie coordonne de plus en plus avec les pays africains voisins au sein de l'Union africaine pour faire front commun contre le pillage des ressources du continent. Lotfi Boujemaa a souligné que la corruption freine le développement de toute l'Afrique
et a appelé à unifier les efforts à l'échelle continentale pour renforcer la bonne gouvernance. L'Algérie cherche à se poser en pays pionnier dans ce combat, en partageant son expérience lors des forums internationaux, groupes de travail de l'ONU, etc. Cependant, l'initiative a aussi généré quelques frictions diplomatiques, comme on l'a vu avec la France lorsque la question des biens mal acquis s'est imbriquée dans un contexte de tensions mémorielles et politiques. La négociation autour du rapatriement d'avoirs peut s'apparenter à un jeu d'influence. Alger fait valoir sa souveraineté et le droit international, tandis que certaines capitales scrutent la situation des droits de l'homme et de la justice en Algérie avant de livrer des fonds. Globalement, la cause de la restitution des biens volés bénéficie d'une sympathie internationale officielle. Aucun État ne peut ouvertement défendre l'argent de la corruption, mais sa mise en œuvre concrète demeure un test de la qualité des relations diplomatiques bilatérales. Les implications économiques de cette initiative sont également significatives. D'abord, le rapatriement des fonds volés pourrait représenter une injection de ressources bienvenues dans l'économie algérienne. Le pays a subi le manque à gagner de ces détournements. Entre 2000 et 2018, l'Algérie a engrangé plus de 1000 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures, dont une partie non négligeable a été gaspillée ou volée. En récupérant ne serait-ce qu'une fraction de ces sommes, l'État pourrait renforcer ses réserves de change, financer des projets d'investissement ou combler des déficits budgétaires. Par exemple, la confiscation de 20 milliards USD de biens en Algérie, biens immobiliers, usines, véhicules, équivaut à plus de 10% du PIB du pays. Leur valorisation par des ventes aux enchères ou une réaffectation productive pourrait stimuler l'activité économique et la création d'emplois. Certaines ventes ont déjà commencé. Des actifs saisis, véhicules de luxe, biens immobiliers, sont proposés aux enchères publiques, assurant des rentrées pour le Trésor. À l'international, les fonds rapatriés, souvent gelés sur des comptes bancaires étrangers, seraient convertis en devises pour regagner l'Algérie, ce qui améliorerait la liquidité financière du pays. Au-delà des chiffres, l'initiative envoie un signal aux investisseurs et partenaires économiques. Un pays qui lutte activement contre la corruption et qui renforce l'état de droit tend à améliorer son climat d'affaires sur le long terme. En assainissant les pratiques et en sanctionnant les crimes économiques, l'Algérie cherche à rassurer les entreprises étrangères quant aux règles du jeu sur son marché. Toutefois, il y a un équilibre à trouver. La croisade anticorruption ne doit pas apparaître comme arbitraire ou purement politique, au risque d'effrayer les milieux d'affaires. Le gouvernement algérien insiste sur le fait que cette campagne se fait dans le strict respect de la loi et vise à rétablir des conditions équitables pour tous les opérateurs. Sur la scène internationale, la réussite du rapatriement des avoirs pourrait enfin modifier certaines dynamiques économiques. Les pays récipiendaires de capitaux douteux, souvent des places financières occidentales, sont poussés à plus de transparence et de diligence, compliance, vis-à-vis des fortunes provenant de pays émergents. Cela participe à l'effort global de lutte contre les flux financiers illicites, effort auquel l'Algérie entend contribuer activement. En somme, les retombées économiques espérées vont bien au-delà du simple retour de quelques millions. Il s'agit de restaurer la confiance des citoyens, des investisseurs, et de rediriger des ressources vers le développement national plutôt que vers des comptes opaques à l'étranger. Montant estimé des avoirs est bien visé. Il est difficile de chiffrer avec précision le total des fonds et biens que l'Algérie espère récupérer, d'autant que les enquêtes sont en cours. Néanmoins, plusieurs ordres de grandeur ont été communiqués par les autorités au fil du processus, concernant notamment les confiscations effectuées sur le sol algérien. Fin 2022, le président Tebboune a annoncé que l'État algérien avait déjà saisi l'équivalent de 20 milliards de dollars d'avoirs détournés par les anciens dignitaires de l'ère Bouteflika. Ce chiffre, impressionnant, comprenait l'ensemble des biens confisqués après condamnation définitive des prévenus dans les grands procès anticorruption. Il a été mis en avant lors d'une rencontre avec la presse en décembre 2022 pour marquer l'aboutissement de la première phase de récupération domestique. Quelques semaines plus tard, en 2023, le ministre de la Justice Abderrachid Tebbi a détaillé la composition de ce butin. 4 213 biens immobiliers saisis, dont 211 villas de luxe, 1497 logements au standing,
21 complexes touristiques, plus de 23 000 biens meubles, avions, yachts, bateaux, flotte de véhicules de luxe, 401 unités industrielles, usines de ciment, aciéries, usines de montage automobile, unités agroalimentaires, 229 exploitations agricoles d'envergure, ainsi que 6 500 comptes bancaires et des quantités importantes de liquidités, bijoux, montres de luxe, etc. Ces saisies domestiques donnent un aperçu de l'ampleur de la corruption qui prévalait. Elles incluent par exemple des hôtels 5 étoiles, des usines entières, des milliers d'hectares de terrain, autant de biens acquis grâce à l'argent public détourné. En 2023, ce montant de 20 milliards de dollars américains a été révisé à la hausse. Le président Tebboune a indiqué en avril 2023 que, à la suite de nouvelles confiscations, la valeur totale des biens récupérés en Algérie s'élevait désormais à 22 à 23 milliards de dollars. Et quelques mois plus tard, lors d'un discours sur l'état de la nation, il a affirmé que plus de 30 milliards de dollars de fonds et biens pillés avaient été récupérés au total, en comptant l'intérieur et l'extérieur, sur la période 2020 à 2023. Ce dernier chiffre, s'il traduit la volonté d'afficher des résultats, peut inclure la valeur estimative de biens gelés à l'étranger en attente de rapatriement. En effet, jusqu'à présent, la quasi-totalité des montants annoncés correspond aux confiscations effectuées sur le territoire national, dans le cadre des procès judiciaires s'étant tenus à Alger. Les autorités reconnaissent que tous ces biens ont été saisis en Algérie, tandis qu'une grosse partie de la fortune des oligarques a été planquée à l'étranger. Autrement dit, les 20 à 23 milliards de dollars constituent la part domestique du recouvrement, biens situés en Algérie et confisqués par la justice algérienne. Les avoirs extérieurs volés, comptes bancaires offshore, immeubles à Paris ou Dubaï, etc., demeurent, eux, en cours de ciblage et de négociation pour leur restitution. Aucun chiffre global officiel n'a été donné quant au montant total des biens mal acquis se trouvant hors d'Algérie. Toutefois, des indications indirectes laissent penser que les sommes en jeu sont également de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards. L'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Laksassi, avait évoqué par le passé une importante évasion de capitaux dans les années 2000. Plus récemment, en 2018, l'opinion publique s'interrogeait. Où sont passés les 1000 milliards de dollars de revenus pétroliers de l'ère Bouteflika, sous-entendant qu'une part substantielle avait pu être détournée? Bien sûr, tous n'ont pas été volés, loin s'en faut. Mais cela donne la mesure du manque à gagner colossal lié à la mauvaise gestion et la corruption. Les analyses indépendantes estiment que des dizaines de milliards de dollars d'origine algérienne pourraient être disséminés sur des comptes à l'étranger, banques suisses, luxembourgeoises, banques privées à Dubaï, fonds dans des places asiatiques, etc. Ce qui est documenté, ce sont les cas particuliers. Par exemple, on sait que l'ancien ministre de l'énergie Chakib Khalil aurait perçu des pots de vin de sociétés étrangères via des sociétés écrans basées aux États-Unis et à Hong Kong, s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars. De même, les frères Kouninef, influent groupe familial, disposaient de comptes bien garnis à l'étranger. Le ministère de la Justice reste prudent. Lotfi Boudjemaha n'a fourni aucun montant chiffré quant aux avoirs effectivement récupérés à l'étranger jusqu'à présent. Cela s'explique par le fait que les procédures de restitution sont en cours et qu'aucun rapatriement d'envergure n'avait été finalisé à la date de son discours, juillet 2025. Seuls quelques retours isolés peuvent être notés. La récupération annoncée des 3 hôtels de luxe en Espagne, valeur non divulguée, probablement plusieurs dizaines de millions d'euros, ou encore la restitution attendue d'avoirs bancaires bloqués en Suisse, montant confidentiel. L'Algérie mise néanmoins sur un potentiel important. À titre d'exemple, la valeur combinée des actifs identifiés rien qu'en France pour un seul individu comme Bouchouareb dépasse déjà 3 millions d'euros en immobilier et 1 300 000 en liquidité. Multipliez cela par des dizaines d'oligarques et on atteint rapidement des échelles significatives. De plus, certains détournements massifs sont bien connus. L'affaire de l'autoroute A-Ouest, pot de vin de plusieurs centaines de millions, l'affaire Sonatrach, commissions internationales, l'affaire du Crédit populaire d'Algérie détourné, etc. Une partie de ces fonds dort encore sur des comptes offshore. Les autorités algériennes espèrent pouvoir à terme
annoncer officiellement des milliards de dollars rapatriés sur le sol national. En attendant, un dispositif de gestion de ces avoirs est prévu. Le gouvernement a créé un fonds national où seront versés les produits de la vente des biens confisqués et l'argent restitué afin de les réinjecter dans l'économie ou les programmes sociaux. Cette transparence sur l'utilisation finale est cruciale, car l'ONU et la communauté internationale y veillent généralement. Par exemple, les fonds Abacha rapatriés au Nigeria ont été placés sous supervision pour des projets d'aide. L'Algérie a annoncé vouloir investir les avoirs recouvrés dans des secteurs productifs ou des programmes de développement afin que l'argent volé au peuple lui revienne sous forme d'infrastructures ou de services. En somme, les montants en jeu se chiffrent en milliards de dollars, et chaque avancée dans leur recouvrement est scrutée de près. Si les chiffres de 20, 22 ou 30 milliards brandis par Alger témoignent d'un effort réel, ils demeurent pour l'heure majoritairement comptables, bien saisis mais pas encore monétisés ni rapatriés. Le véritable impact se mesurera lorsque ces actifs seront effectivement convertis en liquidités exploitables par le Trésor algérien. Cadre légal national et international mobilisé. Pour mener à bien cette entreprise de recouvrement, l'Algérie s'appuie sur un cadre juridique étoffé, tant au niveau national qu'international. Sur le plan national, plusieurs textes de loi récents renforcent les moyens de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. En 2021, l'Algérie a créé la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption, HATPLC, pour succéder à l'ancien Office anticorruption, avec un mandat élargi notamment dans le suivi des déclarations de patrimoine et la coordination des politiques de prévention. En 2022, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mise à jour pour se conformer aux engagements internationaux de l'Algérie en la matière. Cette loi facilite, entre autres, l'échange de renseignements financiers avec les services homologues étrangers et l'identification des avoirs criminels. De plus, le gouvernement a intégré dans la loi de finances des dispositions relatives à la gestion des biens confisqués. Création d'un compte d'affectation spéciale pour les fonds recouvrés permettant de tracer leur utilisation au profit du budget de l'État. La Constitution algérienne de 2020 a maintenu une disposition, article 54 de la précédente Constitution, renuméroté article 63, garantissant la protection des deniers publics et l'obligation de l'État de combattre la corruption. Surtout, l'Algérie a ratifié tous les grands instruments internationaux anticorruption, qui ont en vertu de l'article 170 de la Constitution, une autorité supérieure aux lois internes. À ce titre, la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCC, signée en 2003 et ratifiée par l'Algérie en 2004, est la pierre angulaire légale de l'action algérienne. Cette convention onusienne consacre en effet, dans son chapitre 5, le principe du recouvrement des avoirs comme un principe fondamental, obligeant les États parties à coopérer pour restituer les produits de la corruption aux pays d'origine spoliés. L'Algérie, en tant qu'État victime, invoque régulièrement les dispositions de la CNUCC dans ses demandes, rappelant à ses partenaires leurs devoirs conventionnels d'entraide. D'ailleurs, Alger participe activement au mécanisme d'examen par les pairs de la CNUC et au groupe de travail sur le recouvrement d'avoirs, où elle partage son expérience et bénéficie des recommandations de la communauté internationale. Lors de la conférence des États parties de 2023, la délégation algérienne a insisté sur le renforcement de l'article 51 de la Convention, retour des avoirs, et a plaidé pour plus de flexibilité procédurale, afin de surmonter les obstacles qui subsistent. L'Algérie s'appuie également sur la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée dès 2006. Lotfi Boudjemaha a rappelé que cette convention continentale, adoptée en 2003 par l'Union africaine, a été intégrée à l'ordre juridique interne et qu'elle occupe un rang quasi constitutionnel, juste après la Constitution, du fait de son importance stratégique. Cette convention de l'Union africaine encourage la restitution des biens mal acquis entre pays africains et la mise en place de mécanismes d'entraide judiciaire sur le continent. Elle sert de base pour la coopération avec les pays africains impliqués, par exemple, un pays africain anonyme
est mentionné parmi les 11 pays ayant reçu des demandes de restitution. De plus, au niveau régional arabe, l'Algérie est partie prenante de la Convention arabe contre la corruption, mise en place via la Ligue arabe en 2010, qui prévoit également la coopération en matière de récupération des avoirs volés. En termes de coopération judiciaire bilatérale, l'Algérie active les traités d'entraide judiciaire et d'extradition qu'elle a signés avec de nombreux pays. Elle dispose d'accords bilatéraux avec la France, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, etc., qui prévoient l'entraide en matière pénale. Lorsque de tels traités n'existent pas, par exemple avec les pays du Golfe ou certains paradis fiscaux, Alger recourt aux canaux diplomatiques et aux commissions rogatoires internationales sur base de réciprocité. Dans certains cas, c'est la voie des procédures pénales étrangères qui est utilisée. Par exemple, la justice française a ouvert sa propre enquête, pour blanchiment, visant les avoirs de Bouchouareb en France, ce qui lui a permis de geler ses biens et potentiellement de les confisquer au profit de l'Algérie via un mécanisme d'entraide. Ce type de synergie judiciaire est prévu par la Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUCC, et par les législations nationales. La loi française permet, suite à une décision de justice, de restituer des biens saisis aux pays victimes, comme cela a été le cas pour des œuvres d'art restituées à l'Égypte ou au Nigeria par le passé. Par ailleurs, l'Algérie fait valoir le concept de recel de biens sociaux ou de complicité de blanchiment à l'encontre d'institutions financières ou de notaires étrangers qui auraient abrité sans contrôle des fonds volés. Des juristes algériens estiment en effet que les pays ayant profité des capitaux détournés portent une part de responsabilité. Dans un discours volontariste, le président Tebboune a même déclaré que « les Européens ont le devoir de nous aider, car les transferts illégaux se sont faits chez eux », sous-entendant que sans laxisme de leur part, les détournements n'auraient pu se concrétiser. Si besoin, Alger pourrait donc saisir des instances arbitrales ou juridictionnelles internationales, telles que la Cour internationale de justice pour faire valoir ses droits, bien que cette option contentieuse reste un dernier ressort. Enfin, il convient de mentionner le rôle d'organismes internationaux spécialisés. L'Algérie coopère avec Interpol, diffusion de notices rouges contre les fugitifs, à l'instar de Bouchouareb, Kélil, etc., avec le GAFI, Groupe d'action financière, pour améliorer ses normes anti-blanchiment, et avec la Banque mondiale, ONUDC, via l'initiative STAR évoquée plus haut. Ces institutions offrent un soutien technique, des formations et parfois une assistance juridique pour monter les dossiers de restitution conformes aux exigences étrangères. Le recours à des cabinets d'avocats internationaux est également un élément du cadre d'action. Alger a engagé des conseils juridiques à Londres, Genève et Paris pour déposer des requêtes civiles visant les avoirs identifiés, en complément des démarches pénales. Cela permet d'épouser les spécificités du droit de chaque État requis, condition essentielle pour surmonter les obstacles de procédure. En somme, l'Algérie déploie tous les instruments juridiques disponibles, conventions multilatérales, traités bilatéraux, cadres régionaux, mécanismes informels, pour parvenir à ses fins. Le défi reste que ces textes doivent se traduire en actions concrètes de la part des États détenteurs des fonds volés. Malgré un arsenal juridique robuste sur le papier, c'est la volonté politique et la capacité technique de mise en œuvre qui feront la différence. Personnalités et affaires associées aux biens mal acquis. Plusieurs grandes figures de l'Ancien Régime et hommes d'affaires liés à celui-ci se trouvent au cœur de cette affaire des biens mal acquis. Leurs noms sont souvent cités en exemple pour illustrer l'ampleur des détournements et les difficultés de récupération. En voici quelques-uns des plus emblématiques. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, 2014 à 2017, et membre influent du régime Bouteflika, il symbolise l'oligarque en fuite. Condamné par contumace en Algérie à 20 ans de prison pour corruption, affaires de marchés publics truqués dans l'automobile et autres, Bouchouareb a quitté le pays dès 2019. Il se serait réfugié en Espagne puis en France. C'est l'un des principaux cerveaux des transferts illicites. L'enquête a révélé qu'il a accumulé une fortune considérable à l'étranger. Comme mentionné, la justice française a identifié sur son nom plusieurs appartements de standing à Paris, dont un près de Notre-Dame et un proche des Champs-Élysées, pour une valeur de plus de 3 millions d'euros,
ainsi qu'environ 1 300 000 € en banque. Bouchouareb détenait possiblement aussi des comptes via des sociétés offshore. Les Panama Papers avaient évoqué son nom. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international algérien, resté lettre morte. La France a refusé son extradition, mais coopère à minima sur l'identification de ses avoirs. Le cas Bouchouareb illustre la dilution des avoirs dans divers pays, France, Espagne, Luxembourg peut-être, et les obstacles politiques, réfugiés en France. Son nom revient souvent pour justifier la fermeté algérienne. En avril 2023, Tebboune déclarait que ce monsieur-là, sans le nommer, allait perdre ses hôtels et biens à l'étranger grâce aux efforts en cours. Chakib Khelil, ancien ministre de l'Énergie de 1999 à 2010 et proche de Bouteflika, il a été accusé dans le scandale Sonatrach 2 d'avoir touché des pots de vin via une société écran basée aux États-Unis, montage avec la banque BNP Paribas à Genève. Khelil a quitté l'Algérie pour s'installer aux États-Unis. Il a la nationalité américaine, échappant ainsi aux poursuites directes. Jugé par contumace, un mandat d'arrêt existe contre lui. L'Algérie a transmis son dossier aux Suisses car des commissions occultes auraient transité par des comptes en Suisse, via la société Pearl Energy Services. La Suisse collabore sur ce dossier, mais Khelil lui-même demeure hors d'atteinte aux États-Unis. Washington n'extrade pas ses citoyens et Khelil bénéficie, semble-t-il, de soutien. Néanmoins, tout avoir qui serait encore sur un compte suisse ou européen lié à Khelil pourrait être gelé puis restitué. Par exemple, on évoque environ 34 millions de dollars de commissions qui auraient transité vers des comptes de sa famille. Son affaire est suivie de près car elle implique des dimensions internationales, États-Unis, Italie, Émirats. Elle met en lumière la nécessité de coopérer avec les grandes puissances, ici les États-Unis, pour récupérer l'argent de la corruption, ce qui s'avère politiquement délicat. Ali Haddad, sans conteste l'oligarque algérien le plus en vue de l'ère Bouteflika, il dirigeait le principal groupe privé de BTP, ETRHB, et le Forum des chefs d'entreprise. Arrêté en 2019, il a été condamné pour plusieurs affaires: financement occulte, obtention de marchés publics frauduleux. Ali Haddad avait énormément investi à l'étranger, notamment en Espagne et au Royaume-Uni. En Espagne, il a acquis dès 2011 l'hôtel Palace Ritz de Barcelone, un établissement 5 étoiles prestigieux, pour un montant estimé entre 54 et 68 millions d'euros, ainsi que 2 autres hôtels de luxe sur la côte catalane. Ces biens ont été identifiés par la commission rogatoire algérienne. Haddad a même tenté de les vendre en catastrophe début 2022 pour soustraire l'argent à la confiscation, mais les autorités espagnoles ont bloqué la transaction. Finalement, comme vu plus haut, l'Espagne a accepté de restituer ces 3 hôtels au trésor algérien. Haddad possédait aussi des avoirs en France et au Royaume-Uni. On parle d'un appartement à Paris, d'une résidence à Marrakech et peut-être de parts dans des sociétés en Angleterre. Son yacht de luxe a été repéré au port d'Alicante. Ali Haddad est donc au cœur des succès de rapatriement. L'État algérien va récupérer la pleine propriété de ses actifs hôteliers, valorisés à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est un précédent encourageant. Mourad Oulmi, PDG du groupe Sovac, importateur puis assembleur des voitures Volkswagen en Algérie. Il a été condamné en 2020 pour corruption, dossier du montage automobile. Outre ses avoirs en Algérie, confisqués dont des comptes bancaires et des biens immobiliers, Oulmi a investi dans l'immobilier de prestige en France. Il détenait notamment un somptueux appartement de 200 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, acheté 1 900 000 €, célèbre pour avoir appartenu à l'ex-président français Sarkozy, ainsi que des villas à Monaco et Saint-Tropez, pour une valeur cumulée de plus de 24 millions d'euros. La justice algérienne a prononcé la saisie de ces biens, et grâce aux commissions rogatoires envoyées en France, ces propriétés ont pu être localisées et gelées. D'après des sources proches du dossier, elles seraient en cours de récupération par l'Algérie, ce qui signifierait que les autorités françaises ont donné leur accord de principe pour transférer ces actifs une fois les formalités achevées. Le cas Oulmi montre que, même pour des fortunes moins médiatiques, les montants restent conséquents, des dizaines de millions, et qu'une coopération judiciaire ad hoc est possible avec la France pour les biens matériels. Maïeddine Takhout,
Considéré comme le roi du transport universitaire et patron d'une usine de montage Hyundai, il a été arrêté en 2019 et condamné. Ses avoirs à l'étranger ne sont pas très connus du grand public, mais l'enquête a découvert qu'il avait surtout accumulé un véritable trésor au niveau national, caché dans des entrepôts, plus de 500 véhicules, dont 267 voitures de luxe, 84 camions, des yachts et jet skis, des centaines de moteurs, etc., pour une valeur d'environ 1000 milliards de centimes, près de 70 millions d'euros. S'il possédait des actifs hors d'Algérie, peu d'informations ont filtré, ce qui suggère qu'il blanchissait surtout sur place. L'État a en tout cas saisi l'intégralité de son empire industriel et de ses biens personnels en Algérie. Khalifa en Copper. Bien qu'antérieure à la période Bouteflika tardive, l'affaire Abdelmoumen Khalifa, scandale bancaire du début des années 2000, mérite d'être notée. La faillite de la banque Khalifa avait entraîné la fuite du principal accusé en Europe, Royaume-Uni, avec des fonds détournés. Il fut extradé en 2013 vers l'Algérie et jugé. Cet épisode, parfois cité comme l'accident de parcours, qui a connu un dénouement, extradition réussie, a néanmoins laissé des traces. On estime que plusieurs centaines de millions de dollars volés par Khalifa n'ont jamais été récupérés, dispersés dans des comptes en Suisse et au Luxembourg. Cela démontre que même avec l'extradition du coupable, l'argent peut ne pas revenir faute de coopération efficace ou de traçabilité suffisante. Autre personnalité, on pourrait encore citer les frères Kouninef, puissants hommes d'affaires de l'entourage présidentiel, condamnés en 2019. Ils auraient possédé des actifs en Espagne et dans le Golfe, en plus de leurs sociétés offshore. Le général Ghali Belkessir, ex-commandant de la gendarmerie nationale, en fuite depuis 2019, il a transité par l'Espagne vers la France, aurait transféré d'importantes sommes illicitement. Son dossier d'asile en Europe a mis en lumière des avoirs immobiliers suspects en Espagne, villas sur la Costa Brava, que l'Algérie aimerait récupérer. De même, l'ancien secrétaire général du FLN Jamel Ouldabès ou l'ex-patron du FLN Ammar Saïdani, ce dernier a acheté un appartement cossu à Paris avec des fonds dont l'origine douteuse a été avérée, il avait détourné l'aide destinée au développement agricole, figure parmi les personnalités ayant des biens à l'étranger. Saïdani, réfugié en France puis au Maroc, a vu son appartement de Neuilly identifié et pourrait le perdre si Alger en fait la demande via la justice française. En somme, la liste des personnalités concernées par les biens mal acquis est longue et reflète toute une époque. On y trouve des ministres, Bouchouareb, Kélil, Ouldabès, des premiers ministres, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés, mais la plupart de leurs avoirs saisis étaient en Algérie. Des chefs d'entreprise proches du pouvoir, Haddad, Kouninef, Oulmi, Takout, etc., ainsi que des hauts gradés de l'armée ou de la sécurité ayant profité du système. Le label populaire Issaba, la bande prédatrice, désigne ce réseau de dirigeants civils et militaires accusés d'avoir pillé le pays. Traquer les biens de l'Issaba est devenu un slogan de l'appareil judiciaire post-2019. Chaque affaire individuelle donne lieu à un inventaire des biens à l'étranger. Ces informations, souvent révélées au fil des commissions rogatoires, alimentent la coopération internationale en cours. La multiplicité des pays impliqués pour un seul individu, par exemple Ali Haddad avait des actifs en Espagne, France, Royaume-Uni, peut-être aux Émirats, montre la dimension tentaculaire du problème. Mais les avancées récentes, hôtel de Haddad récupéré, propriété de Oulmi gelée, compte de Bouchouareb identifié, prouvent que même les personnalités les plus protégées peuvent voir leur patrimoine illicite repris lorsque la volonté politique et l'entraide judiciaire sont au rendez-vous. État d'avancement du processus et obstacles rencontrés. À mi-année 2025, le processus de récupération des avoirs détournés par l'Algérie se trouve à un stade crucial. D'un côté, des progrès tangibles ont été accomplis. La machine judiciaire nationale a jugé et condamné la plupart des figures de la corruption, permettant la saisie de leurs biens en Algérie. On l'a vu, plus de 20 milliards de dollars américains de valeurs confisquées. À l'international, l'Algérie a réussi à mettre en place un réseau de contacts et à mettre la question à l'agenda diplomatique avec chaque pays concerné. Quelques succès commencent à se concrétiser.
Des biens immobiliers et des fonds ont déjà été récupérés. Biens immobiliers en Europe, hôtels en Espagne, avoirs bancaires rapatriés dans certains cas. Ces retours restent modestes quantitativement, mais ils valident la stratégie employée. La dynamique est donc enclenchée, et l'espoir est permis de voir d'autres restitutions aboutir dans les mois ou années à venir. L'Algérie semble déterminée à maintenir la pression jusqu'à récupérer un maximum d'avoirs mal acquis. Le président Tebboune a d'ailleurs promis en 2023 de poursuivre l'opération sans relâche, y compris pour les fonds dissimulés hors circuit bancaire, par exemple l'argent liquide caché à l'étranger. D'un autre côté, de nombreux obstacles persistent, ralentissent et compliquent la démarche. Le ministre de la Justice a lui-même reconnu que les opérations de recouvrement se heurtent à plusieurs obstacles, malgré tous les efforts entrepris. Parmi ces obstacles figurent en premier lieu la complexité des procédures judiciaires étrangères et la disparité des systèmes juridiques. Chaque pays a ses lois, ses exigences de preuve, ses délais de traitement. Ce qui peut être une évidence en Algérie, par exemple une condamnation définitive pour corruption, doit encore être traduit et validé par les tribunaux du pays requis selon ses propres règles. Il en résulte des délais considérables. Il faut obtenir des ordonnances de gel, parfois mener des procès sur place pour blanchiment, etc. L'Algérie se heurte aussi au secret bancaire et au manque de transparence financière dans certains États. Malgré les avancées en la matière, des places comme la Suisse, le Luxembourg ou les Émirats conservent une opacité qui rend difficile l'identification des comptes et leur rattachement aux personnes condamnées. Comme le soulignait une source algérienne, l'accès aux comptes bancaires reste difficile et quasi impossible dans bien des cas, les gouvernements invoquant la protection des données et le secret professionnel. Il suffit qu'une partie des fonds ait été placée sous des prête-noms ou dans des trusts complexes pour que leur traçage devienne un véritable casse-tête. La multiplicité des acteurs impliqués représente un autre défi. Pour qu'un bien soit restitué, il faut l'action coordonnée de nombreuses parties. Juges d'instruction, ministère de la Justice et des Affaires étrangères des deux pays, services de police financière, parfois banques privées, sans compter les traducteurs, experts, etc. Coordonner tout ce monde est long et coûteux. Lotfi Boujemaa mentionnait ainsi la multiplicité des intervenants, autorités judiciaires, diplomatiques, autres, comme un facteur de complexité. Le fil bureaucratique d'une commission rogatoire internationale peut être sinueux, de la transmission par voie diplomatique jusqu'à l'exécution par un juge local, puis le retour de l'information, il peut se passer des mois, voire des années, durant lesquels surviennent des aléas, appels, recours, etc. Un obstacle plus subtil mais réel est la nécessité de fournir des garanties juridiques solides aux pays requis. En effet, pour qu'une juridiction étrangère accepte de remettre des avoirs, il faut qu'elle soit convaincue que ceux-ci sont bien d'origine criminelle et que le procès en Algérie a été équitable. Or, dans quelques cas, la justice algérienne a prononcé très rapidement des confiscations, soulevant des questions. Des voix critiques ont noté par exemple que certaines condamnations pour infraction de change semblaient expéditives ou motivées par des règlements de comptes économiques. Si une banque suisse ou un tribunal français suspecte qu'une demande algérienne est politiquement teintée, cela peut la freiner. Alger doit donc veiller à bétonner ses dossiers d'entraide, avec des preuves irréfutables du lien entre les biens et la corruption prouvée en justice. C'est pourquoi l'Algérie a formé des magistrats spécialisés et fait appel à des expertises internationales pour solidifier ses requêtes. Néanmoins, des cas litigieux subsistent. Par exemple, la France pourrait rechigner à restituer un bien si le propriétaire actuel n'a pas été individuellement condamné, cas de famille des prévenus, ou de biens non listés précisément dans le jugement. Par ailleurs, le facteur temps joue contre le pays demandeur. Plus on attend, plus les risques augmentent que les biens soient dissipés, vendus, transférés ailleurs, ou que les délais légaux expirent. L'Algérie a connu cela dans le passé. L'affaire des comptes suisses du FLN, fonds de la Fédération de France du FLN détourné après 1962, a nécessité 11 ans de contentieux pour qu'une partie en soit récupérée. Aujourd'hui, Alger tente d'accélérer le tempo mais dépend malgré tout des calendriers judiciaires étrangers. Certains pays peuvent involontairement ou volontairement faire traîner les procédures. Il suffit d'un recours déposé in extremis par un ayant droit dans le pays concerné pour retarder de plusieurs mois la restitution.
De plus, la période récente de pandémie et de crise mondiale a parfois relégué ces dossiers au second plan des priorités de tribunaux engorgés. Malgré tout, l'Algérie affiche sa résolution intacte. Les autorités algériennes ont conscience que ce n'est pas facile de tout récupérer, mais elles se disent déterminées à faire le possible afin de reprendre tous nos biens. L'action conjointe du volet judiciaire, commission rogatoire, condamnations internes, et du volet diplomatique, réunions bilatérales, pression politique, commence à produire des effets, même s'ils sont encore partiels. Lotfi Boujemaa souligne que la corruption reste un problème structurel en Afrique, en raison de la faiblesse de la transparence et de la reddition des comptes, d'où l'importance de renforcer la bonne gouvernance pour prévenir à l'avenir de tels détournements. En attendant, il appelle à la solidarité internationale. L'Algérie souhaite que son combat soit compris et soutenu partout où se trouvent ses avoirs spoliés. En conclusion, l'initiative algérienne de rapatriement des biens issus de la corruption est entrée dans une phase de concrétisation, mais demeure semée d'embûches. Le bilan à ce jour montre des avancées notables. Biens intérieurs confisqués, premiers accords de restitution extérieure, tout en confirmant l'extrême difficulté de la tâche, procédure lourde, inertie, réticence. L'Algérie poursuit méthodiquement son plan d'action, conjuguant droit et diplomatie. Si elle parvient, dans les prochaines années, à rapatrier une part substantielle des milliards envolés, elle aura non seulement réparé partiellement les dommages économiques, mais aussi marqué un point pour la justice et l'état de droit, inspirant peut-être d'autres nations à faire de même. Les prochains mois seront décisifs pour transformer l'essai et montrer que la volonté politique, soutenue par des partenaires étrangers respectueux de leurs engagements, peut triompher de l'argent de la corruption, aussi bien caché soit-il. Source. Les informations présentées s'appuient sur des déclarations officielles algériennes, ministère de la Justice, APS, des articles de presse algériens, Algérie 60, TSA, Observe Algérie, Le Matin d'Algérie, détaillant les chiffres et initiatives récentes, ainsi que sur des analyses et rapports, Algeria Watch, l'économiste maghrébin, contextualisant l'effort de restitution et le comparant à d'autres expériences internationales. Des cas concrets relatifs aux personnalités impliquées et aux biens identifiés ont été documentés via des enquêtes journalistiques, Mediapart, Maghreb émergent, et les informations fournies par les justices étrangères elles-mêmes. L'ensemble de ces sources concordantes permet de dresser un état des lieux exhaustif de l'initiative algérienne, de recouvrement des avoirs illicites, et d'en évaluer les progrès, les enjeux et les défis à l'horizon 2025.